À toutes et à tous, ravi de vous trouver aussi nombreux pour ce séminaire sur le contrôle qualité. Donc, je me représente rapidement, Denis Zago, je suis contrôleur qualité à Paris depuis une vingtaine d'années et vice-président de la compagnie depuis 23 et membre de la Commission nationale du contrôle d'activité, donc pas mal dans la réflexion sur ce sujet et on s'est dit que ça serait pas mal de vous proposer un petit séminaire sur les enjeux et sur les évolutions qu'on peut, qu'on peut voir arriver sur le contrôle qualité. Donc, ça sera pas un séminaire de formation pour les contrôlés. Je suppose que de toute façon, vous avez tous eu votre séminaire si vous êtes contrôlé cette année ou que vous allez l'avoir dans vos compagnies régionales respectives. Vous aurez quand même des informations sur les orientations du contrôle pour 2024, mais c'est plus une réflexion qu'on voulait mener sur les enjeux actuels et sur les évolutions probables. Voilà, je laisse Marine se présenter. Bonjour à tous. Comme l'a dit Camille, donc Marine Julien, je suis élue à la CRCC de Paris et aussi contrôleuse. Moi, c'est ma deuxième année, donc je suis encore pas stagiaire, mais je débute, j'ai pas autant d'expérience que Denis. Mais on est là pour vous rassurer, si on peut, et répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas tout au long du webinaire à passer par la boîte de questions-réponses et on s'efforcera d'y répondre avec Denis. On va peut-être démarrer dès à présent. Donc, avec Denis, on a souhaité un support vraiment qui permette l'échange, donc n'hésitez pas vraiment à nous poser toutes vos questions. Alors, on va revenir un peu sur la base des contrôles et les enjeux des contrôles non EIP. Alors, on va d'abord aborder donc la délégation du H3C et maintenant qui s'appelle la H2A, qui a été renouvelée en 2023. On verra aussi tout ce qui est lié à l'approche par les risques et notamment la nouvelle approche mise en œuvre par la H2A et les dispositifs de contrôle. On fera un focus aussi sur les contrôles des mandats et la pertinence de l'opinion, on insistera bien là-dessus. Et puis, on verra aussi, là, c'est plus un focus sur le budget de la H2A pour rendre les contrôles plus agiles et moins coûteux. Donc, on va passer sur la partie liée à la délégation de la H2A. Donc, ça a été renouvelé cette année une fois encore. Donc là, on vous rappelle que la H2A, elle a des missions qui lui ont été confiées par le régulateur et elle a la possibilité en fait de déléguer certaines d'entre elles, à savoir les contrôles non EIP, c'est ce qui va nous intéresser ce soir, et aussi le suivi du respect des obligations de formation continue des commissaires. Donc, elle a délégué ces deux missions depuis juillet 2016 à la CNCC et donc deux conventions ont été signées en 2017 entre ex-H3C et la CNCC. Donc, le H3C, après 6 ans d'exercice, a procédé à une actualisation de ces conventions. Et donc, ces conventions ont été homologuées par le garde des Sceaux en mai 2019 et elles ont été publiées au journal officiel en mai 2023. 26 mai 2023 et elles s'inscrivent dans la continuité en fait de celles qui avaient été signées en 2017. L'objectif, c'est quoi? C'est de fixer les conditions de délégation et les exercices de délégation. Et donc, cette délégation, pourquoi est-ce qu'elle a été maintenue? Parce qu'essentiellement, elle demandait une organisation trop complexe pour la H2A de gérer les contrôles non EIP en direct. Et c'est pour ça qu'au niveau national, il y a à peu près 300 contrôleurs qui sont formés et qui gèrent les contrôles pour les CRCC, parce que la CNCC délègue elle-même les contrôles au CRCC. Et à Paris, on compte à peu près, par exemple, une cinquantaine de contrôleurs. Oui, je pense on peut penser que cette délégation va rester, va perdurer dans le temps, puisque le H2A n'a absolument pas, la H2A n'a absolument pas les moyens de déployer 300 contrôleurs sur une période de temps en plus réduite, puisque les contrôles interviennent sur le dernier trimestre, globalement le dernier trimestre de l'année civile. Donc, ça leur demanderait un effort financier colossal et une organisation qu'ils n'ont pas. Et d'autant plus que le non-EIP n'est quand même pas une priorité pour la H2A, sachant que le EIP est beaucoup plus stratégique pour eux. C'est ça.
Et concernant le contrôle d'activité professionnelle, c'est ce qu'on vous a mis dans le support de cas qui n'exercent pas de mission auprès d'EIP. Les contrôles peuvent être effectués avec l'aide de l'AMF ou de la CPR. Et il peut y avoir aussi des contrôleurs de la H2A qui viennent ou qui délèguent les contrôles. Oui, bien sûr, parce Et qu'il donc, voilà. y a une délégation, mais il n'empêche que la H2A se réserve la possibilité d'intervenir, et elle le fait, puisqu'en fait, sur l'ensemble des non-EIP, par exemple, que nous avons à Paris, sur environ 200 contrôles, on en a une dizaine qui sont prises en direct par la H2A sur cette campagne de contrôle 2024. C'est ça. Et pour rebondir sur ce que disait Denis, sur certaines unités de contrôle ou sur certains mandats, le H2A peut venir en renfort euh, ou échanger directement avec les contrôleurs qui ont fait l'objet, qui travaillent sur les contrôles. On va passer maintenant à l'approche par les risques. Donc, la nouvelle approche qui a été mise en œuvre par le H2A et le nouveau dispositif qui a été rénové. Donc, ce nouveau dispositif, il est appliqué depuis 2021. Donc, c'est une approche qui a été conçue comme une véritable approche par les risques. L'idée, c'est quoi? C'est que la population des commissaires aux comptes a été, on va dire, segmentée selon différents niveaux de risque. D'abord, il y a une analyse qui est faite au niveau de la visibilité des entités qui sont auditées. Ensuite, en fonction de la taille et de l'importance de l'activité d'audit au sein des cabinets, est-ce que c'est un cabinet qui fait que de l'audit ou qui a une activité mixte ou pour lequel l'audit est vraiment une part marginale du chiffre d'affaires? Il va aussi y avoir une analyse au niveau de la particularité de certains signataires de mandat, notamment par exemple les élus ou ceux ou les signataires qui ont plus de 150 mandats. Il va aussi y avoir une analyse qui va être faite au niveau des précédents contrôles, voir s'il y a des faiblesses qui ont été relevées. Et du coup, ces entités, ces unités de contrôle-là vont avoir des contrôles qui vont être réalisés de manière plus régulière que les contrôles qui sont faits de manière sexténale. Ce qu'il faut savoir, c'est que le plan de contrôle, il est arrêté par la H2A et, euh, et du coup, il y a dans l'arrêté qui va faire sur les différents types de contrôles, il y a forcément l'obligation de respecter le contrôle sexennal. L'idée forte qui a été imaginée pour la segmentation des unités de contrôle, c'était vraiment de recenser les différents niveaux de risque et que, en gros, aucun cabinet ne soit épargné, si on ose dire. Donc, les cabinets, comme on le disait, sont classés selon différents niveaux de risque. Alors, il y a la catégorie R1 jusqu'à R4. La catégorie R1, on ne vous l'a pas mis ici dans le support. Pourquoi? Parce que c'est les unités de contrôle qui détiennent des mandats EIP, donc qui sont exclus de la délégation confiée par la H2A à la CNCC. C'est vraiment la chasse gardée de son propre contrôle, de ses propres contrôleurs, en fait. Et ensuite, vous voyez qu'il y a 3 niveaux après le R1. Donc, on a d'abord les niveaux de catégorie R2. Donc, ça, c'est fonction de la taille de l'unité de contrôle. S'il y a plus de 15 000 heures d'audit ou s'il y a plus de 350 mandats au sein du cabinet. Il y a aussi les cabinets qui ont eu des contrôles non satisfaisants dans le passé, qui rentrent dans cette catégorie, et également les signataires exposés, donc qui sont soit des élus, soit des personnes physiques qui signent plus de 150 mandats seuls. Au niveau de la catégorie R3, donc c'est ceux qui détiennent des mandats pour des grandes entreprises. On vous rappellera un peu plus loin les différents seuils qui sont concernés. Aussi sont classés en R3 les confrères qui font l'objet d'un tout premier contrôle. En général, ça va être les jeunes inscrits. Et sont aussi intégrés dans cette catégorie ceux qui ne respectent pas leurs obligations de formation ou qui ont omis de procéder à leur déclaration d'activité. Et enfin, au niveau du risque R4, c'est ceux qui ne présentent pas de risque particulier et donc qui sont contrôlés en général à échéance sexennale. Et il y a aussi les unités de contrôle qui concernent qui signent des mandats non EIP et qui sont considérés comme non risqués. Voilà, Donc donc, là, Denis va vous parler. Ouais. ouais. Donc, dans le cadre de ces contrôles, donc, il y a plusieurs dispositifs qui ont été validés par la H2A comme type de contrôle.
Donc, il y a le contrôle complet, qui est un contrôle simultané des procédures, des mandats, et qui fait un suivi également des constats issus des précédents contrôles. Donc ça, je dirais que c'est le contrôle classique, entre guillemets, que vous pourrez avoir dans votre cabinet, de façon soit sexennale, soit antérieure, si vous avez eu éventuellement des constats sur un précédent contrôle qui font que la H2A décide de vous contrôler avant l'échéance de 6 ans. Nouveau type de contrôle, lui tout récent, donc c'est le contrôle spot. Donc ça va être un contrôle qui va être diligenté par la H2A en dehors de son programme de contrôle annuel qui est établi en début d'année et qui nous est communiqué au CRCC pour qu'on puisse faire nos contrôles. Donc ce contrôle-là, il est déclenché inopinément et il va être déclenché lorsqu'il y a des problématiques qui sont relevées dans la presse sur un sujet particulier. Et je crois que le H2A, depuis la mise en œuvre de ce type de contrôle, n'en a pratiqué que 3 ou 4. C'est vraiment très, très spécifique et assez rare. Ensuite, ils peuvent également faire un contrôle uniquement de procédure. Donc uniquement de procédure sur l'unité de contrôle, avec toute une partie des procédures qui vont être analysées, et tout ça sur un cycle de 6 ans. Donc éventuellement, ils pourraient revenir plusieurs fois pour contrôler des procédures. Dans l'immédiat, c'est pas non plus un contrôle qui est réellement développé. Un contrôle de suivi pur, donc là, c'est un contrôle pour voir si les constats et les recommandations qui ont été faites lors du précédent contrôle sont bien prises en compte et s'il y a une rémédiation qui a été mise en œuvre. Donc ce suivi, on l'assure évidemment dans le cadre du contrôle complet, mais il pourrait être également suivi de façon autonome par la H2A. Un contrôle pur de mandat, donc ça c'est un contrôle sur un échantillon de mandat, avec comme point d'entrée effectivement qui peut être soit le signataire du mandat, soit le mandat, soit un thème particulier, euh, une entité d'un secteur particulier, type d'entité vraiment spécifique ou un thème réglementaire spécifique. Et enfin, le dernier type de contrôle qui est le contrôle par entretien. Donc ça, c'est par contre un type de contrôle que la H2A souhaite développer, qui a été mise en œuvre, on va en parler, on va en parler ensuite, qui a été mise en œuvre il y a déjà depuis 3 ans, et qui se veut un contrôle, je dirais, un peu plus allégé, pour des unités de contrôle qui présentent peu de risques, avec des portefeuilles en principe avec relativement peu de mandats. Et donc l'idée, c'est effectivement de s'assurer que le confrère ou l'unité de contrôle maîtrise ses dossiers, qu'il connaît l'actualité réglementaire, et on va plus se baser effectivement sur cet entretien et avec quelques pièces justificatives pour se donner une opinion sur la qualité du travail qui va être fait par l'unité de contrôle. On va passer maintenant au contrôle des mandats et la pertinence de l'opinion. Donc là, ici, on vous a recensé quelles sont les modalités de sélection qui est faite pour choisir les mandats, donc qui est fonction de l'analyse de risque et des entités à contrôler prioritairement. On vous a fait un focus sur la priorité qui est donnée à certaines entités. Donc, il y a les grandes entreprises. Pour mémoire, on vous a rappelé les différents seuils. Il y a 2 des 3 seuils qui sont dépassés quand on est considéré comme grande entreprise. Donc, c'est un total bilan supérieur à 20 millions d'euros ou un chiffre d'affaires supérieur à 40 millions ou un nombre de salariés supérieur à 250. Il y a aussi toutes les sociétés cotées, les sociétés de financement. Et donc, c'est vraiment les mandats prioritaires qui sont contrôlés dans les unités de contrôle non EIP. Il y a une petite nouveauté en 2024, on vous l'a mis en vert, c'est tout ce qui est établissement de paiement et les établissements de monnaie électronique. Oui, auparavant, il y avait également les partis politiques, ils ont été retirés. Les associations, on a aujourd'hui plus que les associations qui font appel à la générosité du public. Hein, ce ne sont pas toutes les associations qui rentrent dans les entités prioritaires. Bon, voilà, les sociétés au Next. C'est ça, il y a tout ce qui est aussi lié au bâtiment, à l'art, parce qu'ils sont considérés comme présentant un risque au niveau du blanchiment par rapport aux analyses sectorielles qui sont menées. Et donc,
comme le précisait Denis, ce qui va être analysé au niveau des associations, c'est vraiment uniquement celles qui font objet, et qui font appel à la générosité du public. Donc, il faut faire attention si vous avez ce type d'association dans votre portefeuille, il y a des chances que ces entités soient sélectionnées. Voilà, si vous avez de toute façon ce type de dans cette liste d'entités prioritaires, si vous avez des entités prioritaires dans votre portefeuille, sachez que au niveau du contrôle, le contrôleur doit doit prendre dans le cadre de ses contrôles ces entreprises ou expliquer pourquoi il ne les prend pas s'il ne les prend pas. Mais c'est une obligation effectivement de récupérer cette liste. C'est ça. Et par exemple, aussi, c'est indiqué sur le support, mais si vous avez fait une procédure d'alerte au cours de l'exercice, que vous avez in fine certifié les comptes avec ou sans réserve, pareil, il y a des chances que le mandat soit sélectionné pour voir si tout l'aspect lié aux difficultés financières ont bien été appréhendés, comment a été traitée la procédure d'alerte, etc. Donc vraiment, il faut avoir, c'est un peu les points d'attention qu'on vous a listés ici sur la typologie de mandats qui peuvent être sélectionnés. Et je rajoute y compris la déclaration de traque-fin éventuelle, puisqu'en fait, Mm. c'est dans les orientations du contrôle de cette année, la H2A nous demande de regarder dans le portefeuille des unités de contrôle si certains mandats ont fait l'objet effectivement de révélations de faits délictueux, si cela a été suivi par une déclaration de traque-fin ou pas. Alors évidemment, on ne vous demande pas la déclaration de traque-fin, mais le contrôleur pourra vous demander si vous avez fait des déclarations de traque-fin ou pas. Parce que effectivement, il trouve qu'il y a un certain nombre il y a beaucoup plus de révélations que de déclarations de traque-fin. Donc c'est pour avoir un petit peu une idée et un suivi des impacts des révélations des faits délictueux sur les déclarations de traque-fin. Ça, c'est une nouveauté, c'est aussi une nouveauté 2024. Et la petite subtilité, c'est qu'on ne vous demande pas sur quel dossier vous avez fait traque-fin, mais on vous demandera s'il y a une procédure traque-fin qui a bien été faite. Voilà. Au niveau du contrôle des mandats, donc là, on vous a mis dans un schéma de synthèse les différents points d'attention. Ce qui est certain, c'est que tout au long du contrôle, on va veiller à ce qu'il y ait une bonne application des NEP en lien avec les vérifications qui ont été opérées. Donc, qu'il y ait une cohérence entre, ça vous le savez, le plan de mission, les travaux, et puis à la fin, la synthèse générale et l'opinion. Donc, c'est vraiment une approche d'audit qu'il faut soigner. La démarche d'audit, elle doit être fondée sur l'approche par les risques. On vous a rappelé les NEP. Et vraiment, il ne faut pas négliger toutes les obligations de la NEP 9605, tout ce qui est lié à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. On va aussi regarder dans le cadre des contrôles comment ont été réalisées les différentes diligences au niveau des cycles à risque donc qui auront été examinés. Donc pareil, bien soigner son plan de mission, bien identifier les cycles à risque et aussi on va travailler sur les postes ou les cycles qui sont en lien avec la partie 2 du rapport sur la justification des appréciations et notamment l'appréciation des estimations comptables. Et c'est ce qu'on vous disait dans le slide d'avant. On accorde aussi une attention particulière à tout ce qui est lié à la prévention des difficultés des entreprises, tout ce qui est lié à la continuité d'exploitation. On va vraiment regarder comment a été analysée la capacité de la société à poursuivre ou pas son exploitation et donc les conséquences quand on aura tiré le commissaire aux comptes sur ses travaux et in fine sur son opinion. Pareil, au niveau de la NEP 600 et des comptes consolidés, on va voir si les principes qui sont propres à cette NEP ont été correctement appliqués et comment ont été revus notamment les travaux avec le COCAC également. On va aussi regarder l'adéquation de l'opinion au regard des différentes conclusions que vous aurez par rapport aux travaux qui auront été réalisés. Et ce qu'il ne faut pas négliger, c'est vraiment la documentation de votre dossier, savoir si vous avez bien appliqué la réglementation qui est liée notamment à la qualité d'établissement du dossier de travail et la conservation du dossier. Ça, pareil, pendant 6 ans, bien veiller à ce que tout soit bien archivé. Denis vous en parlera tout à l'heure, il y a une petite nouveauté là-dessus sur la sauvegarde des dossiers.
Ok, on a une petite question donc sur le support. Oui, le support sera disponible dès ce soir ou demain sur vos boîtes mail. Et qu'est-ce que vous appelez par peu de mandats? Donc, si vous faites référence au contrôle par entretien, peu de mandats, c'est a priori des unités de contrôle qui ont moins de 20 mandats. On a eu très peu de contrôles par entretien. On en a eu quelques-uns, mais très peu de contrôles par entretien pour des unités de contrôle qui détiennent plus de 20 mandats. C'est plus adapté, effectivement, sur des unités de contrôle qui sont plutôt entre 1 et 10 mandats. Et après, peut-être une statistique qui peut vous intéresser. À peu près 2 tiers des confrères ont entre 0 et 20 mandats. Donc vraiment, enfin, on est nombreux dans ce cas-là. Donc, le type de conclusion par mandat. Donc, ça, c'est vraiment les conclusions que vous pourrez avoir si vous êtes contrôlé sur les mandats qui auront fait l'objet d'une pertinence d'opinion. Alors, vous savez qu'auparavant, on avait des couleurs. Donc, maintenant, on a toujours les mêmes conclusions sans les couleurs, mais on peut encore parler de couleurs. Donc, l'opinion étayée, c'est l'opinion auparavant qui était l'opinion verte. Donc, c'est une opinion sur lequel on n'a pas de problématique quant à la démarche d'audit et quant à la pertinence de l'opinion qui a été faite. Il peut y avoir des axes d'amélioration, comme bon, les axes d'amélioration peuvent être différentes nappes, hein, par exemple des procédures analytiques à améliorer, euh, matérialiser certains types de contrôles comme les événements postérieurs à la clôture de l'exercice. Enfin bon, voilà, rien de grave, c'est une opinion étayée, feu vert, tout va bien. Opinion étayée, mais avec des insuffisances. Donc ça, c'est l'ancien orange. Donc, on remet pas, enfin, le contrôleur considère que votre opinion est pertinente, mais il peut y avoir certaines NEP qui ont fait l'objet d'une mauvaise application et qui ont une conséquence sur la qualité de l'audit, mais des conséquences qui ne sont pas suffisantes pour avoir une opinion qui serait non étayée. Alors, par exemple, on peut avoir une absence sur le contrôle, donc sur le co-commissariat, sur les comptes consolidés, qui soit pas suffisamment matérialisé au niveau du rapprochement des dossiers de travail chaque commissaire aux comptes. Et en fait, on peut considérer que c'est une insuffisance, mais lors du dialogue avec le contrôlé, avec le signataire, on se rend compte qu'il y a réellement quand même un travail qui a été fait, et donc ça reste une opinion étayée avec insuffisance. Euh, Plus gênant, l'opinion non étayée. Donc là, effectivement, c'est qu'il a été détecté des défaillances majeures, défauts majeurs d'application de NEP. Donc, parfois, on peut avoir, si on revient sur le NEP 100, on a des co-commissaires, on a encore malheureusement trop de co-commissariats aux comptes sur lequel éventuellement il n'y a qu'un des deux commissaires aux comptes qui intervient sur le sujet de la consolidation, parce que le deuxième commissaire aux comptes estime qu'il n'a pas les compétences. Le problème, c'est que s'il n'a pas les compétences, en théorie, il ne doit pas accepter le mandat. Donc, c'est pas une raison, effectivement, pour ne pas intervenir sur la consolidation. Euh, Ça peut être sur une opinion non étayée, donc, puisqu'on peut avoir fixé des seuils de signification qui font que, dans le dossier de travail, on devrait avoir une opinion avec réserve suite au dépassement d'un seuil et ce n'est pas matérialisé dans le rapport. Bon, voilà. Donc ça, c'est dossier rouge, c'est des dossiers qui sont. Donc, il faut savoir que quand on a des conclusions de mandat qui sont sur des opinions non étayées ou des opinions erronées, comme on va voir ensuite, ce sont forcément des dossiers qui remontent au niveau de la Commission nationale du contrôle d'activité, qui sont revus et ensuite qui sont revus intégralement par la H2A, puisqu'en fait, la H2A contrôle l'intégralité des rapports sur lesquels il y a des opinions non étayées ou des opinions erronées. Alors, l'opinion erronée, il y a plusieurs types d'opinions erronées. Donc, c'était l'ancien noir. Donc, il y a l'opinion erronée qu'on qualifie de pas grave, puisqu'en fait, et ça arrive encore, donc ça, il faut éviter. Donc, c'est par exemple des comptes annuels qui sont joints au rapport sur les comptes annuels et qui sont issus de la liasse fiscale, donc sans comparatif. Donc, c'est une opinion erronée.
Mais ça, effectivement, c'est une question de forme. Par contre, ensuite, on peut avoir des opinions erronées, donc plus graves, hein, sur le fait que, effectivement, les conclusions, on peut avoir des conclusions dans le dossier de travail qui amèneraient à un refus de certification. Et derrière, on a effectivement une opinion sans réserve qui est donnée dans le rapport. Donc toujours vert, orange, rouge, noir, et sachant que bon, rouge et noir, c'est évidemment les choses les plus problématiques. Voilà, donc on a fait quelques écueils récurrents. Donc l'opinion erronée liée, je vous dis, à la présentation des comptes dans le rapport sur les comptes annuels. L'opinion non étayée liée à la non mise en œuvre de la NEP 100 ou de la NEP 600 sur les comptes consolidés. L'opinion étayée avec insuffisance, alors des insuffisances, voilà, par exemple liées à l'absence de justification des appréciations dans des sociétés holding avec beaucoup de lignes de titres de participation. C'est bien de mettre un petit mot sur des impairment tests qui ont pu être réalisés et sur l'appréciation qui a été faite effectivement sur ces titres. Autre type d'opinion non étayée, bon, voilà, ce dont je parlais, les tests de valorisation sur les titres de participation dans les sociétés holding. Bon, ce sont grosso modo les problématiques qui sont récurrentes et qui reviennent dans beaucoup de contrôles. Après, le sujet, donc, c'est avoir un contrôle plus agile et moins coûteux pour l'institution. Vous savez que la H2A a un peu effectivement des problèmes de budget et d'efficacité. Donc aujourd'hui, les budgets horaires qui sont alloués pour les contrôles sont très très formatés. Donc pour les catégories E, c'est-à-dire pour les entités, les unités de contrôle qui ont plus de 100 mandats, les contrôleurs ont 50 heures s'il s'agit d'unités de contrôle risquées et 44 heures pour les non risqués. Entre 51 et 100 mandats, on est à 40 heures et 32 heures. Entre 21 et 50 mandats, on est à 30 heures pour les risqués, 24 heures pour les non risqués. Entre 6 et 20 mandats, c'est la catégorie B, c'est quasiment la catégorie la plus importante. On est à 22 heures pour les risqués et 18 heures pour les non risqués. Et en fait, pour la première catégorie, entre 1 et 5 mandats, on est à 14 pour les risqués et à 12 pour les non risqués. Ça, c'est hors contrôle par entretien. Et pour ce qui est des contrôles par entretien, vous l'avez en dessous, et moi, je ne l'ai plus à l'écran. On est à 10 heures pour les catégories A et 13 heures pour les catégories B. Catégorie B, c'est plus de 20 mandats. Donc, la problématique qui se pose et que la H2A a identifié, c'est que c'est pas forcément uniquement le nombre de mandats qui est important, mais c'est aussi la taille de ces mandats et en fait le nombre d'heures qui sont qui sont validées par l'unité de contrôle. Donc l'idée du H2A, ça serait de faire un mix entre le nombre de mandats et le nombre d'heures relatives à ces mandats. Parce que effectivement, on peut avoir une unité de contrôle qui a que 5 mandats, mais avec un mandat qui représente 2000 heures et qui mériterait effectivement un temps de contrôle plus important par rapport à une unité de contrôle qui peut avoir même jusqu'à 50 mandats, mais uniquement avec des petits mandats entre guillemets, et donc un volume d'heures qui est très inférieur. Donc ça, c'est une réflexion en cours par la H2A. Et bon, pour les contrôles 2024, il n'y a pas de changement. Donc, en fonction de votre catégorie de cabinet, vous aurez des contrôleurs qui passeront. Alors, grosso modo, c'est maximum 50% de leur temps dans le cabinet, le reste étant consacré à la préparation du dossier, à la synthèse du dossier, à la rédaction du pré-rapport, ensuite au contradictoire qui pourrait être fait avec vous suite au contrôle. Donc, le temps réel de présence dans le cabinet ne dépasse pas entre 50 et 60% du temps total affecté au contrôleur. Maintenant, on va parler de l'évolution des contrôles non EIP. Donc là, on va aborder différents sujets avec Denis et on va démarrer sur le développement du contrôle dit par entretien. Hop.
J'arrive pour passer la diapo. Voilà. Donc, le contrôle par entretien, il est réservé à certaines unités de contrôle. Donc, c'est les cabinets, en gros, qui ne présentent pas de risque particulier ou alors qui signent des mandats non EIP non risqués. Là, en 2023, c'était à peu près un tiers du programme des contrôles et c'était vraiment un contrôle à part entière. Cette année, sur 800 contrôles au niveau national, il y a à peu près 70% 70 pardon, contrôles qui vont être faits par entretien. Donc, on voit bien que 70 sur 800 contrôles, ça fait moins de 10% des contrôles cette année qui vont être réalisés par entretien. Oui, alors c'est une Donc, surprise parce qu'on avait, pardon, Marine, c'est une surprise vas-y, parce vas-y. qu'on avait anticipé plutôt un développement du contrôle par entretien, ce qui était le cas depuis les 3 ans et surtout l'année dernière, puisqu'on avait quasiment un tiers du programme. Et là, subitement, effectivement, on a beaucoup moins de contrôle par entretien. Bon, voilà, c'était pas du tout dans nos prévisions et dans ce qu'on pensait être l'évolution à venir. Mais bon, c'est peut-être pas non plus significatif de ce qui va se passer sur les années futures. Mm. Et donc, l'objectif de ces contrôles par entretien, c'est déjà d'apprécier le caractère suffisant et approprié de l'organisation et des procédures qui sont mises en place par l'unité de contrôle. Donc, ça va être de vérifier l'indépendance, savoir si les risques ont correctement été identifiés au niveau des mandats détenus et comment est-ce qu'ils ont été appréciés. Savoir aussi comment est-ce qu'a été diligentée la mission de certification sur les mandats et aussi si toutes les exigences légales, réglementaires et celles du code de déontologie sont bien respectées. On va regarder aussi les formations. Mais ça rentre quelle que soit la catégorie de contrôle. Et on va aussi regarder, on va apprécier la capacité du signataire à présenter les entités qu'il audite. En d'autres termes, c'est est-ce qu'il connaît ses dossiers? Est-ce qu'il sait de quoi il parle? On va aussi essayer de déterminer et d'appréhender quelles sont les particularités en matière d'audit sur les mandats qu'il signe. Et on va aussi voir comment est présentée l'approche d'audit sur un ou deux mandats. Donc, il y a vraiment une volonté d'appréhender les connaissances du signataire sur son portefeuille et savoir comment est-ce qu'il s'est formé et si ces formations sont bien en adéquation avec les mandats qu'il audite. Oui, donc en fait, le contrôle par entretien se veut être un contrôle, je dirais, plus light, entre guillemets, mais dans la pratique, effectivement, on a une approche, ce qui est dit, une approche transversale au niveau de l'organisation de l'activité du commissariat aux comptes et de l'exécution de sa mission. Donc en fait, contrairement au contrôle complet sur lequel vous êtes prévenu une semaine avant des mandats qui vont être contrôlés, qui vont être retenus par le contrôleur pour effectuer ces contrôles de pertinence de mandat, ce n'est pas le cas dans le cadre du contrôle par entretien, puisque dans le cadre du contrôle par entretien, alors, qui se fait soit à distance, soit sur place. Hein. Pour la Compagnie de Paris, on aime autant que les contrôleurs se déplacent quand même, puisque c'est beaucoup mieux en termes de communication et puis en termes d'apport aussi, parce que le but du contrôle d'activité au niveau des CRCC, c'est toujours de permettre à l'unité de contrôle, au confrère qui est contrôlé, de progresser dans sa pratique. Donc là, la problématique qu'on va retrouver, c'est que le contrôleur va faire une analyse transversale et dans ce cadre, va être amené à vous demander éventuellement un plan de mission sur un dossier, une note de synthèse sur un autre dossier. Et en fait, on se retrouve à avoir une potentialité de contrôle, je dirais, entre guillemets, sur la totalité de son portefeuille, ce qui n'est pas le cas sur un contrôle complet. Euh, Bon, ensuite, le contrôle par entretien, nous, on trouve qu'il a effectivement aussi ses limites, puisque c'est la technique de la discussion, de l'entretien. Donc, eh ben, on a des confrères qui peuvent être très à l'aise au niveau de l'entretien, un petit peu moins lorsqu'on va dans les dossiers de travail. Et à l'inverse, qui sont pas forcément à l'aise sur un entretien, mais lorsqu'on va sur leur dossier de travail, on trouve une très bonne qualité. Donc, c'est quand même assez subjectif et c'est pas forcément, je dirais, l'approche qu'on a envie de développer et qu'on a envie de pousser au niveau de l'âge de ça.
Et peut-être, Denis, qu'il faudrait préciser aussi que les contrôles par entretien ne s'appliquent pas quand il s'agit du premier contrôle. Tout à fait. Ouais. Pour le premier contrôle, c'est pas un contrôle d'entretien puisqu'on considère qu'un premier contrôle est un contrôle entre guillemets risqué puisque on n'est jamais intervenu dans l'unité de contrôle, donc on ne connaît pas du tout ces procédures. Donc ça peut pas être un contrôle par entretien. Le contrôle par entretien, il est réservé donc en principe aux unités de contrôle qui ont pas trop de mandats et qui ne présentent pas, comme on l'a dit, de particularités sur des mandats à risque ou sur des mandats qui, qui demandent qui ont des spécificités particulières. Donc, à l'issue du contrôle par entretien, l'idée, effectivement, c'est de confirmer ou d'affirmer le niveau de risque. Donc, à l'issue du contrôle par entretien, a priori, c'était une unité de contrôle non risquée. Donc, on confirme, le contrôleur va confirmer à la H2A dans le cadre de son rapport que le niveau de risque est toujours faible et que donc c'était le bon niveau de risque qui était retenu pour l'unité de contrôle, que les obligations de formation et de déclaration d'activité sont bien faites, bien réalisées, qu'il y a bien une absence de mandat risqué, on n'est pas passé au travers de mandats risqués qui n'auraient pas été déclarés correctement, et on n'a pas décelé de mauvaises exécutions de l'audit, donc de mauvaises applications des NEP au niveau du contrôle. Sachant que, en principe, vous ne pourrez pas bénéficier de deux contrôles par entretien successifs. Il y a forcément, lorsqu'il y a un contrôle par entretien, le contrôle suivant, si c'est un contrôle sectionnel, sera forcément un contrôle complet. La H2A ne prévoit pas de faire que des contrôles par entretien pour un certain type d'unité de contrôle. C'est un contrôle par entretien éventuellement, mais derrière, il y aura de nouveau un contrôle complet. Bon, ça, c'est un point important. Alors, l'analyse du dispositif d'archivage. Ça, c'est une nouveauté sur les orientations des contrôles du H2A de 2024. Alors, c'est libellé comme analyse. Donc, pour 2024, ça sera purement, je dirais, analytique pour la H2A, qui souhaite, mais quand même, qui met, je dirais, le doigt dans la porte, concernant les dossiers de travail, leur sécurisation pour garantir leur confidentialité. Ça, ce sont les questions qui sont données au contrôleur. L'organisation pour s'assurer que toute documentation postérieure à la date de signature de rapport ne relève que d'éléments de forme. Hein. Je rappelle, c'est la NEP 230, paragraphe 9, qui prévoit qu'au-delà de la signature de son rapport, le CAC ne peut apporter aucune modification de fond aux éléments de documentation. Il ne peut y apporter que des modifications de forme pour revoir leur placement. Et donc le troisième point de contrôle ou d'analyse, c'est la procédure d'archivage. Donc, pour permettre l'intangibilité du dossier de travail, dans les 60 jours suivant la signature du rapport en fonction des mentions du code de commerce. Aujourd'hui, évidemment, la H2A sait très bien que ces mesures, cette organisation n'est pas en place dans la quasi-totalité des cabinets, à part chez les bigs. Euh, mais mais comme il met le doigt sur quelque chose qui peut faire mal dans le futur, je pense que nous devons tous prévoir se mettre en règle par rapport à cette NEP et par rapport au paragraphe de cette NEP et effectivement de prendre les mesures pour permettre cette intangibilité des dossiers de travail. Donc, je sais que par exemple le logiciel Revisaudit permet cela. Il y a une option payante pour avoir cet engagement respecté. En tout état de cause, voilà, ça sera probablement des futurs chevals de bataille de la H2A. Bon, pas d'inquiétude pour les contrôles 2024, mais je pense qu'au niveau de leur synthèse et au niveau de leur remontée, ils vont en faire état et ils vont probablement faire un focus un peu plus important là-dessus dans les années à venir. Donc voilà, documentation des comptes, hein, le commissaire aux comptes documente les travaux, et c'est ce que je viens de vous dire, au-delà de la date de signature de son rapport, on ne peut pas apporter des modifications de fond
aux éléments de documentation. Donc, on va maintenant passer au contrôle des procédures, qui va prendre désormais un peu plus d'importance. Là-dessus, on attire votre attention sur le fait que c'est les unités de contrôle qui exercent avec au moins 2 signataires. Donc, c'est-à-dire que si vous êtes seul signataire, il n'y a pas de contrôle de procédure. Donc, si vous êtes dans une structure avec au moins 2 signataires, un certain nombre de vérifications vont devoir être faites lors du contrôle. Bah, va être déjà une des questions qu'on va vous poser, c'est vos obligations en termes de formation. Donc, quand on reçoit la liste des contrôlés, nous, en tant que contrôleurs, on a d'ores et déjà la liste des formations que vous avez suivies et on va d'ores et déjà identifier si certaines sont bien en ligne avec les mandats que vous signez. Au niveau de l'acceptation et de la poursuite des mandats, c'est pareil, on va vous demander de vérifier et de nous communiquer tout ce qui est lié à l'acceptation et au questionnaire, à la formalisation sur ces sujets. On va aussi regarder si vous faites ou non partie d'un réseau pluridisciplinaire et savoir comment est-ce qu'a été appréhendé ce contexte par rapport à vos mandats. S'il y a bien une vérification systématique qui est faite, savoir s'il n'y a pas de problème d'incompatibilité. Ensuite, il va y avoir aussi une identification qui va être faite au niveau des risques liés à la perte d'indépendance et savoir quand le sujet a été évoqué, comment est-ce que ça a pu être traité et quelle analyse a pu être réalisée. On va aussi regarder, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, tout ce qui est lié au blanchiment des capitaux et au financement des terrorismes. Donc là, il y a un tableau à faire par entité avec les différents checks. Il y a 4 ou 5 points de contrôle à regarder. Oui, c'est un tableau récapitulatif Oui, qui récapitule l'ensemble des dossiers contrôlés par l'unité de contrôle. c'est ça, avec le client, la zone géographique, etc. Ensuite, ce qui va être regardé aussi, c'est tout ce qui est lié au dispositif de contrôle de qualité interne. Il y avait une question sur le sujet tout à l'heure. On ne va pas parler dans le cadre de ce séminaire du contrôle de qualité interne, mais c'est vraiment un des points du contrôle qui est regardé. Et on va aussi, c'est ce que disait Denis dans les slides précédents, vous interroger désormais sur tout ce qui est lié au dispositif d'archivage, pardon. Et il y a une mention à faire à ce titre dans notre rapport en tant que contrôleur. Et on va devoir aussi indiquer et faire mention s'il y a des missions en matière de durabilité, comme désormais on va pouvoir faire des diligences et être signataire sur tout ce qui est lié aux données extra-financières Ouais. Oui, avec la CSRD. alors, effectivement, au niveau de l'évolution, pourquoi on a mis le contrôle des procédures dans l'évolution, c'est parce que aujourd'hui, en fait, ce qui remonte essentiellement à l'H2A lors des contrôles, c'est les conclusions sur les contrôles mandats. En fait, les conclusions sur les procédures, bon, déjà, elles s'adressent aux unités de contrôle qui ont plus de 2 signataires, enfin au moins 2 signataires, et elles ne sont pas en fait remontées systématiquement. Et la H2A s'est rendu compte qu'il y avait des problématiques souvent, il pouvait y avoir des problématiques d'indépendance, de déontologie, hein, avec les normes de déontologie maintenant, des problématiques de formation continue. Alors ça, formation continue, de toute façon, ils la suivent indépendamment avant même notre intervention. Ils savent si cette formation, si les obligations de formation continue sont respectées ou pas. Mais bref, je dirais que tout ce qui est procédure qui n'est pas encore trop dans le viseur du H2A actuellement va lui devenir, va prendre de l'importance dans les années à venir. Au niveau Denis, des synthèses, pardon. on a une question. On nous demande si OneDrive peut être considéré comme de l'archivage. Je vais peut-être te laisser répondre, mais peut-être déjà, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que sur l'archivage, c'est ce que rappelait Denis, on n'est plus censé toucher au dossier au-delà de 60 jours, post-signature des rapports. Donc, il va falloir qu'on soit en capacité de démontrer qu'il n'y a pas eu de modification sur nos papiers de travail postérieurement à cette date. Voilà, c'est l'intangibilité du dossier, le fait qu'effectivement, on n'ait pas pu du tout intervenir sur le dossier une fois que le dossier est fermé. Et si c'est
Si c'est des dossiers papier, eh ben, il faudrait éventuellement qu'ils soient sous scellés. Enfin, bon, c'est relativement compliqué, il y a de moins en moins de dossiers papier, mais ben, la seule solution, effectivement, ce serait les sceller sur des dossiers papier. Voilà. C'est pas simple, donc voilà. Et par exemple, une des solutions, s'il faut parler concrètement, si vous utilisez OneDrive ou Dropbox ou un autre système de ce genre pour travailler sur vos dossiers, bah, c'est à l'issue bah, de la réalisation de vos travaux et de la finalisation du dossier, c'est par exemple de créer un fichier zip. Et parce que ce fichier zip mettra en évidence à quelle date il a été créé et que logiquement, vous ne pouvez plus modifier les documents une fois qu'ils sont dans ce fichier. Ouais, un dossier zip verrouillé, quoi. Est-on contrôlé sur les missions hors certification? Alors, non, actuellement, les contrôles ne portent que sur des missions de certification des comptes. Les autres missions de commissariat aux abords, de commissariat à la fusion, d'autres types Le cacadoc. de CACADOC ne sont pas contrôlés aujourd'hui dans le code du contrôle d'activité. Je crois qu'on n'a pas d'autres questions pour le moment, mais n'hésitez pas, hein, parce que le but, c'est que ce soit effectivement interactif, même si on est en visio et qu'on n'est pas en physique. Donc, quid du contrôle des attestations dans le cadre de la CRCD, de la CSRD, pardon, et des nouvelles attributions de la H2A. Donc, ça, un peu effectivement de la perspective. Mais depuis le 1er janvier 2024, donc, le H3C est devenu H2A. Il a vu son champ d'intervention élargi en qualité d'autorité de régulation des professionnels qui certifieront les rapports de durabilité des entreprises. Donc, à la fois les commissaires aux comptes, mais aussi les OTI, les organismes tiers indépendants. Alors, la question est de savoir si la H2A va constituer un corps de contrôleurs spécifique pour ces nouvelles obligations, ou est-ce qu'il va s'appuyer sur les contrôleurs existants qui devront avoir une expérience suffisante en la matière. Euh, Très franchement, je pense que la H2A donc déjà a mis en œuvre un recrutement suite à un rapport de la Cour des comptes. C'est un rapport flash que vous pouvez trouver sur le site du H3C. C'est un rapport sur la situation financière du H3C à l'époque qui a été fait en 2022. Et donc la Cour des comptes s'inquiétait du fait que effectivement, ne serait-ce que pour tout ce qui était régulation des organismes tiers indépendants dans le champ de la RSE, puisque avant la CRDS, il y avait quand même déjà la RSE. Et la Cour des comptes s'étonnait qu'il n'y ait pas de contrôle spécifique et des compétences spécifiques pour appréhender ou préfigurer une mission de supervision et en particulier identifier les types de risques, notamment d'éco-blanchiment, à couvrir dans le cadre des contrôles. Et donc, le recrutement, la Cour des comptes disait que le recrutement de 2 contrôleurs appelés à être intégrés à la division EIP était prévu en 2023 et 2024. Et il expliquait que le positionnement était curieux car il supposait que cette nouvelle mission ne justifierait pas la création d'une nouvelle division ni la mise en place de méthodes spécifiques d'investigation. Donc, compte tenu effectivement de la spécificité à la fois du champ RSE et de la CSRD, on peut penser que dans un premier temps, ce sera probablement des contrôleurs qui seront recrutés directement par l'H2A qui vont faire ce type de contrôle. Peut-être que dans un second temps, on aura des contrôleurs avec une délégation également à la compagnie nationale. Mais comme il y a aussi d'autres tiers indépendants en dehors des commissaires aux comptes qui seront dans le champ, on peut penser que ce type de contrôle va nous échapper au niveau de la délégation. C'est pas une certitude, mais effectivement, c'est une grande possibilité. On a quelques questions, Denis, en plus sur tout ce qui est lié aux procédures de sauvegarde. La première, c'est la question de sauvegarde et non-intervention sur 60 jours. Un confrère dit qu'il pense que beaucoup d'entre nous ne sont pas dans les normes et il demande quel est le risque. Est-ce que ça va être une remarque ou alors est-ce que ça peut faire l'objet d'un recontrôle et d'un point rouge? Euh, pour Bon, l'instant, ouais, tu m'arrêtes, Denis, si je dis une bêtise, mais ça fera que l'objet d'une mention dans notre rapport en tant que contrôleur.
Oui, voilà. En fait, on a eu l'occasion de discuter avec Éric Baudrier, qui est le directeur général de la H2A. Euh, pour 2024, c'est vraiment faire une analyse et un petit peu un état des lieux. Ensuite, je pense que l'autorité de contrôle va communiquer sur le fait que les cabinets doivent mettre en œuvre le respect de cette norme et ça va venir ensuite. Mais pour les contrôles 2024, ça n'entraînera pas ni automatiquement un recontrôle ou un point rouge si l'ensemble des autres conclusions sont dans la ligne. Donc, il y a pas d'angoisse à avoir, je dirais, pour 2024. Pour après, on verra, mais dans l'immédiat, pour les contrôles 2024, il y a pas de risque particulier, puisque de toute façon, la H2A est consciente que c'était pas jusqu'à présent une priorité des confrères de respecter cet article 9 de l'ANEP. Alors, Peut-être à titre, une astuce oui, pardon. pratique. Quand on est sur Office 365, souvent on va ouvrir son document Word, son fichier Excel, et si l'enregistrement est en automatique, ça modifie tout de suite la date, même si on n'a fait qu'ouvrir le fichier. Donc c'est peut-être, quand vous avez fini vos dossiers, les isoler ou vraiment les figer dans un document ou dans un sous-dossier à part. Vraiment, faites attention là-dessus. Oui, voilà, on peut déjà au moins commencer par ça. Ensuite, on nous demande si un dossier finalisé sur Revisaudit est non touché par la suite, est-il un dossier archivé? Le confrère indique que dans son cas, il fait une sauvegarde du dossier N-1 qu'en ouvrant son dossier N. Bah, alors, Revisaudit, à ma connaissance, propose un module vraiment spécifique. Alors, il est sur option, il est payant pour assurer l'inviolabilité des fichiers et faire en sorte effectivement que une fois appuyé sur cette touche, on est la sécurité de l'archivage. Dans ce cas, sauvegarder N-1 quand même en N, on respecte pour moi, on respecte pas la norme. Et ensuite, on a une question. Alors là, c'est sur le KEEP. Le confrère nous indique qu'il doit renvoyer son KEEP d'ici fin juillet, comme tous les contrôlés. Et il demande est-ce qu'il est censé être contacté pardon, par son contrôleur parce qu'il est censé il sera à l'étranger au mois d'août. Les contrôleurs, le QIP va remonter ensuite au CRCC et les contrôleurs seront affectés à ce moment-là. Je crois que Denis, à l'heure actuelle, les contrôleurs à Paris n'ont pas été affectés. Alors, pour ce qui est de Paris, on affecte les contrôleurs très exactement demain, mais au niveau des compagnies régionales, on ne fait qu'une préaffectation des contrôleurs, puisqu'en fait, cette préaffectation est communiquée à la CNCC et au H2A, qui peut refuser une affectation de contrôleur sur certains dossiers pour des raisons X ou Y. Donc, en fait, on aura la validation effective des contrôleurs pour chaque dossier, probablement pas avant début septembre. Donc, vous pouvez partir en vacances tranquilles au mois d'août. Euh, enfin, tout au moins si vous êtes sur Paris et puis même sur les autres régions, les contrôleurs pourront pas, n'auront leur lettre de mission et ne pourront pas vous appeler avant début septembre. C'est une bonne question. Si la CNCC peut créer un site d'archivage pour les confrères comme les autres outils de travail, euh, pourquoi pas? Oui, ça pourrait être une idée à développer, un service à fournir aux confrères. Et là, il y a un confrère qui demande si la sauvegarde est à faire maximum 60 jours après la date du rapport ou la date d'AG. Logiquement, si on reprend la NEP, c'est 60 jours après la date du rapport. Ouais, c'est 60 jours après la date du rapport. Sur quelle période vont se faire les contrôles de cette année? Septembre A. Quand saurons-nous quand le contrôleur se présente? 15 jours avant, merci. Alors, les contrôles, en principe, doivent être terminés, si possible, pour le 31 décembre. Et donc, le contrôleur alors, au niveau des contrôles, aujourd'hui, il y a un entretien préalable. C'est pas le contrôle par entretien, mais il y a un entretien préalable qui peut être réalisé par le contrôleur pour réaliser son plan d'approche de contrôle. Donc, il y a un entretien préalable qui va être fait avec vous en visio ou par téléphone.
ce qui va permettre au contrôleur de mieux appréhender votre cabinet par rapport au kit que vous avez rempli. Et sur cette base-là, de aussi sélectionner les mandats qu'il va contrôler. Non, il vous les communiquera pas tout de suite, mais lui, ça va lui permettre de les sélectionner. Donc, une fois fait cela, le contrôleur doit faire son plan d'approche du contrôle, le communiquer à la compagnie. La compagnie, nous, on les regarde, on dit on valide, et ensuite, on a 15 jours pour les valider et lui retourner. Donc, à partir du moment où vous avez eu l'entretien, le premier entretien téléphonique ou visio avec le contrôleur, il faut compter que vous ne pourrez pas avoir une date de contrôle avant au moins 3 semaines après cet entretien. Et de toute façon, le contrôleur, évidemment, fixera la date avec vous. On n'a pas de questions pour le moment. Bon, donc une petite synthèse par rapport à ce qu'on vient de dire donc sur les enjeux et sur les orientations. Au niveau de la convention de délégation, bah, il n'y a aucune raison qu'elle soit remise en cause et pour des questions d'organisation et de budget du H2A. C'est une convention en plus qui fonctionne quand même bien. La CNCC qui est en fait une subdélégation au CRCC. L'approche par les risques avec l'utilisation de l'intelligence artificielle par la H2A va se développer fortement dans les prochaines années. Donc, euh, la H2A investit pas mal sur le plan informatique pour pouvoir récupérer un maximum de données et forcément ils vont eux aussi utiliser l'IA pour aller cibler les unités de contrôle en fonction des risques mandats, en fonction des signataires, en fonction d'un certain nombre de recoupements qu'ils vont pouvoir faire. Malheureusement, on va être tous mangés par l'intelligence artificielle. Alors, en ce qui concerne l'archivage, donc on a vu les mesures d'intangibilité prises pour sauvegarder les dossiers, ça va devenir, c'est certain, un sujet pour le régulateur. Euh, En cette année 2024, ça va être un sujet qui sera pas majeur et qui amènera pas de sanctions. Par contre, pour le futur, on peut penser que le régulateur va s'y pencher de façon plus importante. Et les modalités de contrôle du H2A, effectivement, elles vont nécessairement évoluer puisque la H2A devient régulateur des professionnels qui vont émettre des rapports de durabilité. Euh, Mais comme on l'a vu, on a des commissaires aux comptes et des organismes tiers, ce qui fait que la H2A qui ne contrôlait jusqu'à présent que des commissaires aux comptes va maintenant contrôler d'autres types d'intervenants qui vont comprendre la joie d'avoir un organisme, un organisme de tutelle. Euh, et donc, on peut penser que la H2A va constituer un corps de contrôleurs spécifique pour, euh, pour émettre des rapports sur les rapports de durabilité qui ont été faits à la fois par les confrères et à la fois par les OTI. C'est un peu nos conclusions sur l'avenir. Alors, vous savez qu'il y a une table ronde qui est organisée par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et par la H2A le 17 septembre à Paris. Deux tables rondes qui sont justement sur le contrôle d'activité aujourd'hui et le contrôle d'activité demain. Donc c'est une réflexion qui est vraiment à l'ordre du jour au niveau de la profession et qui est suivie de près par le régulateur. Et d'ailleurs, pour rebondir sur ce que dit Duny, on reçoit en ce moment des emails pour répondre à un questionnaire de la part de la Oui, CNCC sur justement tout ce qui est lié au contrôle d'activité. Donc, si ça n'a pas été encore fait, n'hésitez pas à le faire parce que tous les points sont bons à être remontés. si vous On avez a été une autre contrôleur dans question. les 2 dernières années, vous avez reçu le questionnaire. Ou si Hmm. vous êtes contrôleur. Mais si vous êtes contrôleur, vous n'êtes peut-être pas là. Et par contre, si vous avez été contrôlé dans les 2 dernières années, tous les gens qui ont été contrôlés dans les 2 dernières années ont reçu le questionnaire. On a une question de Denis. Les contrôles sont délégués au CRCC. Le confrère est installé à la Réunion et est-ce qu'il y aura quelqu'un qui sera chargé de le contrôler? Alors oui, forcément. Donc, c'est la CRTT de la Réunion.
Mais je crois que la CRC de la Réunion a un accord avec la CRCC d'Aquitaine, Bordeaux? ouais, dans l'Aquitaine, dans la région Aquitaine, pour avoir un dépaysement. Comme nous, à Paris, nous avons un accord avec les Antilles euh, pour intervenir chez eux au niveau des contrôles, pour assurer un certain dépaysement, puisque comme ce sont des toutes petites compagnies et que tout le monde se connaît, on préfère effectivement externaliser et dépayser les contrôles. Vous aurez soit un contrôleur réunionnais, soit un contrôleur probablement de la région Grande Aquitaine. Et Denis, peut-être une question. Est-ce que tu as, enfin, quels sont les principaux points qui ressortent, toi, depuis en tant que contrôleur expérimenté, les sujets que tu rencontres le plus fréquemment, les points que tu remontes le plus fréquemment? Alors, je crois que un des sujets, et c'est un peu dommage d'ailleurs parce que on se bat pour défendre le co-commissariat en France et dire qu'on a une spécificité qui devrait être étendue au niveau européen. Et dans la pratique, je pense que les NEP 100 et les NEP 600, et notamment la NEP 100, est malheureusement rarement bien appliquée. Et comme ce sont des dossiers qui sont souvent contrôlés lors des contrôles, forcément, c'est là que le bas blesse très souvent. Ensuite, les autres points, c'est souvent dans la détermination des seuils de signification et de seuils de planification, et le rapport ensuite qu'on peut avoir avec l'émission de l'opinion. Euh, Après, au niveau de l'approche d'audit et des zones de risque, effectivement, c'est comme une corrélation du dossier de travail par rapport aux zones de risque qui sont identifiées par le confrère et les travaux effectués sur ces zones de risque. Des fois, on identifie des zones de risque, mais derrière, on n'effectue pas du tout les travaux en rapport avec ces zones de risque qui ont été appréhendées. Euh, Après, bon, ouais, je pense que c'est vraiment les sujets majeurs. Bon, voilà, l'absence de dossier, ça peut arriver aussi. Là, c'est plus gênant, mais ça fait partie des problèmes les plus récurrents, avec aussi les noirs pas graves dont on parlait tout à l'heure. Et ça, c'est un peu dommage. C'est effectivement des rapports qui sont accompagnés de l'IAS fiscal et donc qui ne présentent pas les comparatifs, y compris dans les associations, lorsqu'on a des présentations de comptes qui sont pas correctes par rapport à ce qui est prévu. Et est-ce qu'en termes de statistiques, tu sais à peu près les dossiers ex-noir et ex-rouge, combien ça représente par rapport à l'ensemble des contrôles? Alors ça, c'est une bonne question. Martine, tu me poses de bonnes questions. Euh, alors, les statistiques, je les ai pas là, mais au niveau des contrôles non EIP, il y a beaucoup moins de dossiers noirs et de dossiers rouges que dans le cadre des contrôles EIP. Et de mémoire, c'est à peine 10% sur l'ensemble des contrôles. Donc c'est pas majeur. Et est-ce qu'il y aurait éventuellement, si je peux dire, des trucs et astuces à mettre dans son QIP ou des erreurs à éviter? Euh, Vu que là, on est en pleine période Non, mais je de pense que remplissage. le QIP, donc le questionnaire d'information préalable pour le contrôle du commissariat en commissariat au compte est quand même beaucoup plus simple que celui qui est demandé dans le cadre du contrôle de l'ordre, hein. Je le sais parce que je viens de remplir celui du contrôle de l'ordre, donc c'est quand même beaucoup plus lourd. Donc là, ce qu'on vous demande vraiment dans le QIP au niveau commissariat, c'est quand même c'est vite rempli. Euh, L'important, effectivement, c'est de prendre quand même le temps de le renseigner correctement parce que c'est vraiment le point d'entrée pour le contrôleur, pour connaître votre cabinet, pour voir les types de mandats que vous avez, les zones de risque éventuelles. Donc, ne pas hésiter effectivement à en mettre suffisamment dans le QIP. C'est déjà toute une partie du travail qui est fait pour le contrôleur et qui vous assure déjà une bonne compréhension de votre environnement et de vos mandats par le contrôleur. C'est voilà, c'est jouer carte blanche et être le plus clair possible sur son activité.
Et en termes de principaux points d'attention, ça serait peut-être intéressant aussi de rappeler que, par exemple, un des points systématiques qu'on regarde dans les contrôles, c'est l'analyse de l'exhaustivité du chiffre d'affaires. Oui, alors c'était un point effectivement, c'était effectivement un point majeur sur les précédentes campagnes de contrôle. On, on reste effectivement ça reste un cycle majeur dans le contrôle et c'est souvent un cycle qui est examiné effectivement par les contrôleurs puisque bon, la reconnaissance du chiffre d'affaires c'est quand même la base c'est quand même la base de l'audit. C'est ça. Et c'est là où il faut faire attention et pas se contenter juste de faire un cadrage compta-gestion. Mhm. C'est important, on le dit, mais je crois qu'on ne le répète jamais assez, parce qu'on le voit souvent quand on vient contrôler. Donc c'est dommage de se faire attraper dessus. C'est vraiment important de bien soigner cette partie-là. Tout à fait. Alors, je pense qu'on a peut-être d'autres questions. On a d'autres questions. Un dossier rouge, noir, nanana. Les seuils évoqués en début de réunion sont-ils ceux à retenir pour le choix des mandats à examiner pour 2024 ou convient-il de retenir les seuils actualisés? Les seuils évoqués en début de Ah, réunion. c'est par rapport au nombre d'heures ou au nombre de mandats? Est-ce que c'est ça, si la personne peut préciser? Ouais. Je pense que ça doit être ça. Tu sais, les Oui, 15 mais 000 heures d'audit et les... les heures d'audit qu'on a communiquées, ce sont ceux qui vont. Alors, on n'a pas encore envoyé les lettres de mission pour les contrôleurs, donc le H2A est en cours et on sait que la H2A est en cours de réflexion, mais a priori, je vois mal comment le budget heure pourrait être modifié déjà pour 2024. Donc, a priori, la réflexion devrait perdurer un petit peu et ça ne sera pas mis en œuvre avant 2025. Je m'engage un peu, mais je vois mal, effectivement, je pense pas ils soient suffisamment avancés dans la réflexion, dans leur outil d'analyse pour être opérationnel sur 2024. Euh, je ne sais pas si les participants ont éventuellement d'autres questions. Est-ce que Camille, toi, tu as des questions de ton côté? Je crois pas que je sois qu'on m'entende. Si, Si, on t'entend. Ah, bah très bien, formidable. Non, vous nous avez appris. Alors, je sais pas si participants, mais j'ai encore appris beaucoup de choses pendant ce webinaire. Si les questions arrivent, il est encore temps de les prendre, hein. mhm. Ah, on en a deux. Et on parle non, les seuils actualisés début 2024. La question, c'est pour la notion de grande entreprise. Là, Ah oui, là-dessus, il y a l'ANSA qui s'est non, positionnée, la CNCC. Mm. oui, oui. Alors, ils sont restés sur les anciens seuils, effectivement. Donc, c'est bien les seuils Mm. qu'on vous a présentés. Ah, et on a une question, y a-t-il une durée minimum d'installation avant d'être contrôlé? Pour moi, c'est 3 ans. J'ai la chance de bénéficier d'un contrôle, c'est ma troisième année cette année. Ouais. Donc, la problématique, effectivement, c'est pour les gens qui vont être éventuellement contrôleurs de stage avant ce délai. Et donc, Camille va peut-être en parler, mais effectivement, c'est une des revendications que l'on fait auprès de l'H2A. L'âge de ça. Moi, j'ai une question quand même. Lors de mes deux derniers contrôles, on m'a sélectionné un mandat NEP 911, c'est-à-dire les mandats ALP, avec l'établissement du rapport sur les risques, alors que je dois en avoir deux dans mon portefeuille. C'est systématique ou c'est une coïncidence? Alors ça l'était, c'était effectivement comme c'était le début, c'était dans les orientations données par la H2A sur les années antérieures. Là ils ont abandonné puisque bon, a priori, il y en a quand même pas beaucoup et et c'est plus du tout dans les orientations qui sont données au niveau des contrôleurs. Alors, si nous n'avons plus de questions, voyons voir. Eh ben, hop, hop, hop. Y a-t-il une durée minimum d'installation avant d'être contrôlé? Vous avez répondu à celle-ci? Ouais, ouais. Oui, et Vraiment. ensuite, on nous demande les dossiers avec dérogation. Les demandes de dérogation, on va vérifier qu'elles sont faites systématiquement, oui, si vous êtes en dessous du barème. Bon.
C'est ça. Sachant que le barème est applicable même aux petites entités pour l'audit NEP 911 et NEP 912. Mais Et bon, sauf erreur de nid, oui, ces l'absence de mandats, dérogation, oui. c'est pas la pire des conclusions, quoi. Enfin, je veux dire, c'est bon, c'est important de les faire, mais je dirais que c'est pas ce qui est le plus significatif au niveau du contrôle, C'est ça. Et on en nous termes, demande si en termes de process. ces fameux dossiers avec dérogation font l'objet de plus de contrôles ou pas. Sauf erreur, c'est pas la cible privilégiée. C'est pas la cible, par contre, alors, il y a le fait de ne pas avoir fait une demande de dérogation alors que, de ne pas avoir Non, fait une demande de dérogation alors qu'on aurait dû en faire une. Et après, effectivement, il y a le rapport entre le temps que vous avez déclaré au niveau de vos DA et le temps théorique lié à l'application du barème. Donc, évidemment, si on a des temps passés avec ou sans dérogation qui sont très, très inférieurs au barème, ça peut être une raison de sélection du dossier, mais ça fait partie c'est un des éléments qui peut faire effectivement que ce dossier-là soit choisi. C'est un peu à l'appréciation de chaque contrôleur qui va faire une analyse de vos mandats et qui va éventuellement se poser des questions sur un dossier sur lequel il semblerait qu'il y ait une activité importante et sur laquelle où il y a des stocks, où il y a des choses comme ça, et sur lesquels il y a peu de temps de contrôle. là, on nous demande si le choix des cabinets est fait par l'IA ou pas. Alors non, c'est pas fait par l'IA. Non, Il y a des gros tableaux qui nous recensent tous et la sélection, elle est faite à partir de différents critères. Il y a des contrôles d'office, tous ceux qui ont été contrôlés, dont c'est la 6e année, et c'est ce qu'on vous présentait. Il y a une analyse qui est faite au niveau des risques identifiés. On est classé par typologie et il y a une sélection qui est faite là-dessus. Et en général, sauf erreur de nid, quand le précédent contrôle n'a pas été satisfaisant, en général, il y a un recontrôle à 2 ou 3 ans. oui, ça c'est l'HDA qui décide, mais effectivement, quand il y a un contrôle qui est pas, qui ressort avec des dossiers rouges ou noirs ou avec des grosses insuffisances au niveau de procédure, il y a souvent un recontrôle à 2 ou 3 ans. Et là, on nous demande si le système de dérogation est applicable si jamais il y a plus d'heures passées que ce qui est prévu par le barème. Non, la dérogation, c'est uniquement pour des temps qui sont Moindre. inférieurs. Il n'y a pas de problématique. Dans l'autre sens, il n'y a pas de problème. Les missions exceptionnelles peuvent-elles faire l'objet d'un contrôle SAC, CA? Non, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais. Vraiment, ça sort du périmètre des contrôles. Oui, ouais, et au grand désespoir d'ailleurs, la présidente de l'AG, elle nous a dit que comme ça ne figurait pas dans dans le code de commerce, il n'a pas la possibilité d'aller contrôler ces missions-là. C'est possible que ça vienne demain, mais aujourd'hui, en l'état des textes, ça n'arrivera pas. Mais ça n'empêche qu'il faut quand même les faire avec diligence et faire attention. La contrôleuse qualité qui part. Non, surtout quelqu'un qui fait beaucoup de missions exceptionnelles. Ouais. Tout à fait. Quel est l'impact d'un envoi tardif de sa déclaration de formation? Bah, de toute façon, la déclaration de formation, vous avez un laps de temps pour la faire. Ensuite, je pense que le portail est fermé, donc vous pouvez plus y avoir accès. Donc ça c'est gênant. Et, euh, et donc l'idéal en fait pour les formations, hein, le conseil qu'on peut vous donner, c'est d'aller remplir. À chaque fois que vous faites une formation, vous allez sur le site et puis vous mettez votre formation. C'est très rapide. Et ça permet de pas avoir tout à faire en fin d'année et de voir en plus au fur et à mesure où en année de ces formations de l'année. Euh, et ça vous évite d'avoir effectivement des envois tardifs qui vont être opérés forcément par la H2A. Et sachez que donc il y a un régime d'amende qui va être mis en place et qui va commencer à fonctionner à partir de 2025 sur lequel, effectivement, pour les confrères qui n'auront pas respecté leurs obligations de façon quand même relativement importante, si on est à 115 heures pour 120, ça sera pas la même problématique. Mais on a eu confirmation qu'ils vont lancer dès 2025 des amendes, demander des amendes pour les confrères qui ne puissent pas leurs obligations de formation.
Oui, tout à fait. C'est un cavalier qui est passé dans le décret de décembre dernier avec des amendes d'un montant maximum de 15 000 euros. Ça aussi, c'est un sujet sur lequel la présidente du H2A, de la H2A se bagarrait depuis longtemps. Tout à Ensuite, fait. on a une autre question. La démission d'un mandat étant déclarée au H3C est-elle génératrice d'un contrôle qualité lors de la session suivante? Bon, ben, les démissions de mandat sont évidemment sont vraiment Analysée. examinées, analysées par le HCC, puisque par rapport aux communes de méthodologie, elles sont quand même très limitées et très contingentées. Euh, alors là, de toute façon, le programme est fait par le H2A. Le H2A, donc on n'a pas tous les éléments qui font qu'ils choisissent certains dossiers et ils nous en disent pas plus d'ailleurs. Donc nous, on a juste à récupérer la liste et à faire les contrôles. Euh, On n'a pas remarqué qu'on ait plus d'unités de contrôle où il y a eu des démissions. Ah, alors, la H2A peut nous donner aussi des orientations de contrôle. Donc, le contrôleur va avoir une orientation dans son contrôle. Et dans ce cas-là, la H2A va dire, effectivement, vous avez une démission sur tel mandat. Merci de regarder les causes de la démission, si elles sont valables ou pas. Ça, c'est possible. C'est bon, c'est des éléments qui sont relativement importants et qui peuvent amener un contrôle spécifique sur cette démission. Ensuite, on nous dit, j'ai été contrôlé il y a 5 ans et le contrôle était bon avec aucune insuffisance. Un contrôle complet a été enclenché cette année quand même. À votre avis, pourquoi? Alors pourquoi? Parce que effectivement, de façon volontaire, ils ont lancé des contrôles sur pas mal de cabinets qui étaient à 5 ans et pas à 6. Ils nous ont expliqué que c'était volontaire de leur part. Enfin, je pense que c'est pour lisser aussi les contrôles parce qu'il y a eu une année avec la loi Pacte où on a fait très peu de contrôles. Donc c'est pour éviter un engorgement de contrôle sur l'année prochaine qu'ils ont décalé des contrôles sur 2024. Mais il y a pas mal de confrères effectivement qui attendaient un contrôle en 2025 et qui se retrouvent avec un contrôle en 2024. On a une autre question. Un dossier avec démission fait-il l'objet d'un contrôle lors du contrôle qualité? Comme je vous le disais, oui, c'est forcément dans le cadre des procédures euh, quelque chose qui va être a priori regardé par le contrôle. Après, peut-être ce qu'on peut préciser, Denis, c'est que quand on sait que le mandat est perdu l'année qui suit, typiquement, on ne va pas forcément sélectionner les mandats en question si on sait que Ouais. le CAC va pas, sait qu'il ne sera pas renouvelé parce que l'AG est passé, ou alors qu'il y a une problématique de renouvellement ensuite l'année qui suit. Bon, ça, c'est une consigne plutôt de la compagnie de Paris. Après, je sais pas Ouais, comment d'autres compagnies travaillent, mais nous, c'est vrai que à nos contrôleurs, on leur dit que c'est pas forcément très efficient pertinent. de Mm. contrôler, pertinent et efficient de contrôler une entité qui perd effectivement sur lequel le mandat va s'est terminé sur l'année. Ensuite, il y a une autre question. Peut-on discuter les conclusions du contrôleur? Ben, il y a un échange contradictoire qui est fait tout au long. Et logiquement, le contrôleur envoie son pré-rapport préalablement à l'envoi euh, Oui, à à la CRCC. il y a un pré-rapport qui est revu au niveau déjà de la CRCC. Ce contrôleur, ce pré-rapport, lorsqu'il est validé, vous est adressé. Et là, il y a une phase de contradictoire. Vous avez 15 jours pour répondre et pour donner vos observations par écrit. Euh, et attention, ces observations par écrit seront intégrées dans le rapport, hein, dans les annexes. Ça va rester. Et le contrôleur, suite à vos observations, va remplir lui aussi un questionnaire et va expliquer pourquoi, suite à vos explications, et ça arrive, hein, des fois il y a des incompréhensions, surtout au niveau des procédures et des incompréhensions du contrôleur. Donc, le contrôleur peut modifier son rapport. À contrario, le contrôleur, si ce sont uniquement des vœux que vous émettez en disant oui, à partir de maintenant, on va faire mieux, on va faire ça, le contrôleur va dire effectivement, c'est une résolution qui est prise par l'unité de contrôle, mais ça n'empêche pas que mes conclusions sur ce contrôle restent identiques. Donc effectivement, il va justifier du fait que éventuellement, il va modifier ou pas le rapport. Et de toute façon, vous avez une obligation pour le contrôleur de faire une synthèse avec vous à la fin de ces contrôles pour, en principe, déblayer l'ensemble des problématiques s'il y en a.
Et le but, c'est d'avoir le moins de contradictoires possible, parce que quand on compte sur le contradictoire, c'est une perte de temps pour tout le monde, et il vaut mieux se mettre d'accord et entériner les choses pendant le contrôle. On a une autre question. Le barème ne s'applique pas aux associations et fonds de dotation. Tout à fait, tout à fait. Donc là, vous êtes libre par rapport à vos temps, à condition effectivement que ça corresponde à autant jugé nécessaire pour faire un travail de qualité en matière d'audit. Ensuite, une autre question. Un CAC ne fait pas son job et la société est bloquée par le greffe en l'absence de son rapport. Comment régulariser? Ah, bon là, on sort. Euh, bah là, je pense que il faut voir avec le service juridique de la compagnie, Ouais, faut appeler ouais, avec le BSK. mardi. Vous avez toutes les infos sur le site de la CRCC de Paris. Donc, ceux qui sont membres de la CRCC de Paris, n'hésitez pas. Ensuite, il y a un confrère qui dit qu'il a été contrôlé fin 2020. Il a eu un vert et un orange. Et il n'y a toujours pas eu de compte-rendu du H3C, alors que le contrôle a eu lieu fin 2020. Est-ce que c'est normal ou pas? Alors là, effectivement, alors il y a souvent un laps de temps relativement important entre l'envoi du pré-rapport, le retour, quand ça remonte au H3C. Et comme ils sont pas mal débordés et qui revoient la quasi-totalité des rapports, ça peut prendre du temps. Mais alors là, par contre, depuis 2020, là, c'est absolument pas normal. Donc, faut peut-être revenir vers votre compagnie régionale ou pour avoir des renseignements là-dessus, parce que c'est vraiment très long. Surtout avec nos gars. Ensuite, on a une autre question. Un contrôle EIP est-il mis à jour dans la liste des contrôles de la CRCC? Un contrôle EIP est-il mis à jour? Euh, je Je comprends pense que pas. la question, ça veut peut-être. En fait, si vous avez un EIP, vous pouvez pas être contrôlé par la CRCC. C'est forcément, à partir du moment où vous avez un mandat EIP, vous êtes fortement contrôlé par la chose. Ensuite, comment matérialiser la supervision des signataires si tout est dématérialisé? Plan de mission en PDF, notes de synthèse, feuilles de travail en Excel, etc. Bah, en principe, sur les logiciels, même en dématérialisation, vous avez une supervision qui peut être, qui est faite. Je connais bien, par exemple, les audits. Vous avez une supervision qui est faite en démat, en cliquant sur l'icône des supervisés. Et ensuite, si c'est bloqué, eh ben, on voit bien que vous êtes bien la dernière personne qui était intervenue sur la feuille de travail ou sur la note de synthèse avec la supervision. Et après, si vous êtes sur du Word et du Excel, c'est peut-être, je ne sais pas, renommer le fichier et puis bien matérialiser les contrôles que vous faites. Et la dernière question, alors Camille, je ne sais pas si tu voudras répondre. Les contrôleurs sont-ils bienveillants avec les jeunes contrôlés au premier contrôle? Ah, ça c'est plutôt à vous de répondre. Après, moi j'ai un sujet sur les jeunes qui me demandent à bénéficier, comme le dit la terminologie consacrée, d'un contrôle qualité pour avoir la possibilité d'accueillir un expert comptable stagiaire. Sur la bienveillance pour ce premier contrôle, j'espère que oui. Mais Denis, je te laisse répondre. Oh bah non, mais on est toujours bienveillant. Bonne réponse. Mais voilà. Et non, bah, l'idée, c'est effectivement, l'idée, c'est que les contrôlés trouvent un apport au contrôle et que réellement ce soit un échange qui soit positif et qui soit constructif pour eux. Donc sur les jeunes contrôlés, sur leur premier contrôle, bien sûr qu'on va on va être plus pédagogue et alors pas forcément beaucoup plus bienveillant, mais au moins mais avec une compréhension supplémentaire. Merci beaucoup. En un mot de conclusion, en une minute, pour respecter parfaitement notre timing. Alors tout d'abord, un grand merci à vous deux.